2019, la construction d'un complexe de 30 salles de cinéma à l'intérieur du Vieux Forum de Montréal traîne de la patte. Mon explication? Les fantômes du Forum ont caché le tape à mesurer. Dou, 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 dou. Et la chaîne de magasins Walmart commanditera une trentaine d'écoles au Québec. Oh, très mauvaise chose. Pourquoi? Regardez leur publicité à la télévision. On voit des chiffres tomber par terre et se fracasser. Comment nos enfants apprendront-ils à calculer après ça? C'est un parti bien, hein? Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ah, Seigneur Dieu. Je vous dis qu'il s'en passe des affaires dans le monde. La Tchétchénie? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, bien sûr, là, je pourrais vous l'expliquer ce soir avec graphiques, avec statistiques et analyses, mais là, pourquoi laisser parler les chiffres et les experts alors que je peux le faire dans ce langage international que certains appellent le blues? Alors, Daniel Mercure, laisse danser tes doigts et ensorcelle-moi ce clavier! Tchétchénie, territoire musulman du Caucase du Nord, que les Russes envahissent avec leurs chars. Même si Boris est pas fort, y'a les Tchétchènes à mort. Il a envoyé Poutine les écraser avec ses bottines. Oh! Tchétchénie, les Tchétchènes veulent briser leur chaîne. Ils ont du cœur au ventre, mais ça marche pas leur patente. Découragés qui de Grozny, c'est la capitale de la Tchétchénie. Moi je dis où je t'en vas avec tes skis. Il me dit la brèche, on s'en va d'ici. On se réfugie en un gougou, en un gougou, un gouchi. Une bonne journée, le peuple va se lever. De où? De la Tchétchénie. Just right and just and take it back up the back store, right in the bottom of the fire, then just stick it up right in the bottom of my body. Merci, Daniel Mercure. Oh, you just kept me right there. I felt you here. I felt you there. I felt you there. I felt you there. Maintenant, je retourne au bureau. Du monde, ben oui, OK, là, on rit. Mais c'est triste, la Tchétchénie. Mais il y a quand même des belles choses dans le monde. Oui? Non, mais il faut savoir trouver des rayons de soleil là où ils percent entre les nuages. Vous me voyez venir. Oui, je veux vous parler des travaux de transformation de l'ancien Forum de Montréal en complexe cinématographique qui sont à tout fait pratique interrompus, ce qui d'ailleurs m'a inspiré une de mes plus belles chansons. Daniel, tapote ses 88 notes et emporte-nous, s'il te plaît. Forum, forum, si tu jouais. Forum, forum, si tu jouais. Merci. Non, mais vous connaissez le reste, je vous l'offre à la maison. Et je vous offre aussi le reportage de Jean-René Dufort qu'on écoute à l'instant. Ça fait longtemps que le journaliste en moi est triste. Non, ça fait pas, je suis pas journaliste. Ça fait longtemps que le clown en moi est triste. Non, ça fait pas sérieux. C'est beau. Ça fait longtemps que j'ai mal à mon forum qui ne cesse d'être en construction. Qu'est-ce qui se passe avec ça? La fin du monde est allée enquêter. C'était-tu correct? J'étais-tu pas pire?
On le refait? J'en peux plus. Ça fait déjà 3 ans que mon Forum de Montréal est une vulgaire coquille vide, juste bonne à héberger des pigeons. Même la statue du parc d'en face se demande si les travaux vont aboutir un jour. C'est pas des farces. L'important, c'est que ça va se faire, que ça se fasse moins vite que prévu. D'après les informations qui ont été rendues publiques, c'est qu'il y a des changements. Et c'est bien que le projet soit adapté à la clientèle. Qu'il y ait un retard, là, c'est absolument pas un problème. Non seulement ça traîne, mais il nous ferme même la porte au nez de mon forum. Allez-vous le finir, le forum? Oui, on va bien le finir. Comme vous voyez, on est bien avancé dans l'excavation, qui était effectivement une des affaires qui est le plus compliqué dans le projet. Ben oui, mais 3 ans d'exclavation, ils ont-tu creusé ça à cuillère à soupe, coudon? Une des raisons pour ça, c'était un des gros clients qu'on a signé qui s'appelle Jillian's. C'est un locataire de grande taille qui avait beaucoup d'effets vis-à-vis de la structure qu'on était en train de faire. Donc, on était obligé de ralentir un peu au cours de l'été, donc on est retardé un peu. Maurice Richard puis Guy Lafleur, ils n'ont jamais été retardés, eux. D'ici Noël, on espère bien d'avoir tout le rez-de-chaussée coulé et aussi le sous-sol. Après ça, on devrait, après 3-4 mois, de finir toute la balance de la structure, puis là, commencer à faire les finitions à l'intérieur. Donc, on espère d'ici à peu près le mois de septembre, le mois d'octobre l'année prochaine, on devrait être ouvert au public. Est-ce que c'est une date coulée dans le béton? Il n'y a rien qui a coulé dans le béton, mais on pense bien que maintenant, on est visé, toute l'acier est acheté, donc on était sur une bonne voie pour finir ça pour l'année prochaine. De toute façon, de la merde, ça sera pas fini avant 5 ans, là. Ah, gars, il y a un McDonald's en face, on va-tu y niaiser? Ouais, attends. Et on est de retour avec Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Bon, alors Jean-René, il y a depuis quelques années à Montréal le marché culturel qui est en plein essor, mais est-ce que, particulièrement au niveau cinématographique, il y a plein de complexes, autant à Montréal que sur la Rive-Sud, qui ont explosé littéralement, mais là, est-ce qu'on n'a pas péché un peu par excès de confiance? Est-ce que les gens, les entrepreneurs qui ont investi là-dedans se rendent pas compte, finalement, qu'on est peut-être allé un peu trop vite et qu'il faut réajuster le projet? Bon, ça prend 23 ans à construire. Peut-être que les salles de cinéma qui vont être là, il va y avoir tellement d'autres complexes qui vont les avoir pris de vitesse. Ouais. On se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça maintenant? Oui. Et il semble que les contracteurs que j'ai rencontrés sont extrêmement... il manque de salles de cinéma à Montréal. Il y a une grande demande pour ça. C'est à ce point-là. C'est étonnant, ça. Ben, je sais pas. Ben, ça se peut très bien. Mais c'est plate à TV, hein? Non, non. Ben oui, il y a ça, par exemple. Mais où est-ce qu'on fait son argent? Est-ce que c'est vraiment l'affluence dans les salles? Ou c'est tout ce qui entoure les cinémas et les gros complexes? Moi, le cinéma Gouzeau sur la Rive-Sud, il y a des autotamponneuses, là. Oui, ben c'est ça. Tu mets 25 sous dedans puis tu fais un tour, donc tu contribues. Mais c'est vraiment le popcorn et le... Et l'autotamponneuse. T'as pas remarqué que le Coke est à 8 piastres? Oui, ça, c'est vrai. Oui, Bon, j'avais compris ça. C'est ça qui arrive. Mais tu vois, le forum, on nous dit début de l'année 2001... Bon. Fin de l'année 2000, mais ça reste quand même que ça fait 3 ans que c'est une coquille vide. C'est ça. Et pendant ce temps-là, des taxes qui se payent pas et qui se perdent, là. Non, mais c'est notre temple de hockey. Ken Dryden a joué là-dedans. Oui, c'est ça, évidemment. Il y a le côté mystique aussi. Tu juste garder la tôle de ça? Ben oui, je sais bien, Jean-René. Seigneur, vous êtes sensible à ces questions-là. C'est tout le temps qu'on a. Merci, achetez vos légumes. Oui. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Couturière polonaise, Mme Stawola Wola, a eu la surprise de sa vie lorsque, pendant une mammographie, le médecin a découvert qu'elle avait 4 aiguilles dans un sein. La dame, qui cherchait activement ces 4 aiguilles depuis plusieurs années, ne s'était jamais rendu compte que celles-ci étaient dans sa poitrine. Alors, pour en savoir un peu plus sur cette étrange histoire, je rejoins immédiatement à Varsovie, via satellite, la couturière aux 4 aiguilles, Mme Stawola Wola. D'abord, bonsoir, Mme Wola. Madame Wola? Voilà. Wola, c'est ça. Alors, donc, vous avez vécu... Oui, vous avez vécu des années avec 4 aiguilles dans un sein, selon la nouvelle, en tout cas, qu'on vient de lire. Oui, c'est parce que je l'avais pas vu. Ben non. Je l'avais pas vu. Ben non, je présume. Non, ils étaient là. Là, au bout, Ah, là-bas, mon là. Dieu. Oui. Oui, j'ai... Mais, votre... Attendez, Il y a je quelqu'un... crois que c'est mon mari. Ah, ben c'est ça. La rue Non, c'est pas mon mari. Saint-Hubert, c'est où? La rue, c'est de ce côté. Ah, OK. Merci. D'accord. Excusez. Non, ça va. Oh, On va juste prendre mes morceaux de bois. d'accord. Bon. Madame Wola, il n'y a pas votre mari à qui est arrivé quelque chose de semblable, oui, je oui, pense? Oui. C'est mon mari, oui. Oui. Attendez. Albert.
Albert, il est là. Albert. Ah! Oui. Ça, c'est votre mari. C'est lui, oh monsieur, c'est J'ai lui. déjà eu de l'eau dans le coude. De l'eau dans le coude? Hey, je suis plombier. Ah. Bon, ben c'est ça, merci. Les problèmes de financement de l'éducation au Canada, imaginez-vous, sont réglés. Oui, et cela grâce à la chaîne de magasins Walmart, qui a décidé en quelque sorte d'adopter 163 écoles au Canada, dont 29 ici même au Québec. Alors, dans ces établissements scolaires situés en périphérie de leur succursale, donc dans des quartiers relativement aisés, Walmart fera du bénévolat, organisera des campagnes de financement et distribuera des petits déjeuners. Imaginez donner des petits déjeuners aux enfants aisés. Hein? Dramatisation de ça. Alors, mettons que moi, par exemple, je sois un enfant riche dans une école près d'un Walmart. Ah, à l'aide! Oh, j'ai faim! Et je ne vois pas l'ombre d'un croissant ou d'une chocolatine à me mettre sous la dent. Si seulement Walmart venait à mon aide. Je suis Walmart. Ah! Je t'entends avec mes oreilles de Bioni. Tiens, tu veux une dose? Oh! Oui, j'ai si faim, Walmart! Tu veux que je te la beurre? S'il te plaît, Walmart! Tiens, Beurré par Walmart! Wow! c'est une autre mission accomplie pour Walmart. Merci, Walmart! Oh! Je me sens en forme maintenant pour une bonne journée d'études et un bon reportage de Patrick Masbourian concernant la commandite de nos écoles par Walmart! Avertissement. L'identité du géant américain de la vente au détail qui fait l'objet de ce reportage a volontairement été masquée pour ne pas lui faire de plug. Quelle joie! Les magasins du Canada se sont découverts une âme charitable et ont décidé de subvenir aux besoins d'écoles primaires et secondaires via un programme d'adoption. Ainsi, la ville de Kirkland a été jumelée à l'école La Perdriole de l'île Perrot. Une brillante idée de marketing. Dites-moi, quelle forme va prendre ce parrainage-là? OK, le parrainage va prendre forme sous un don en argent, plus la participation du magasin en tant qu'avec les associés, si on peut faire de quoi pour aider l'école. Le don sera de combien dans votre cas, par exemple? Vous êtes jumelé à une école de l'île Perrot. Vous allez leur donner combien cette année? Cette année, on va lui donner 200 $. De caisser? Seulement 10 billes de 20$ pour faire le front d'un journal? Chris, c'est pas cher. À ce prix-là, on peut très bien imaginer le centre de l'Auto Ontario venir en aide à l'école élémentaire Champlain. Le restaurant Gilles aider la polyvalente Pierre Dupuis. Vente Color TV, accessoires électriques, service Transistor TV Radio d'Auto, supporter l'école Saint-François-Xavier. Et l'ordre bouddhique vietnamien mondial Tu Quang Lakoda, faire un généreux don à l'école secondaire Jeanne Mance. Pourquoi faire ça? C'est pour s'impliquer dans la communauté. C'est une grande famille, puis aime s'impliquer dans la communauté et c'est une façon de s'impliquer dans la communauté. Est-ce qu'on peut dire que des initiatives comme celle de c'est une forme de publicité déguisée? Très certainement. Très certainement, chacun des gestes d'une entreprise, d'une organisation commerciale sont là pour plaire, pour convaincre, pour essayer d'aller chercher les nouvelles clientèles, surtout pour créer un espace favorable. Dites-moi, êtes-vous pour ou contre ce genre d'initiative? Je suis contre et je considère que c'est pas non plus les publicitaires qui sont fautifs. Les publicitaires, ils font leur travail, là. Ils recommandent les stratégies les plus pertinentes, les plus audacieuses. Et comme c'est la guerre, hein, alors il faut rentrer par tous les moyens possibles auprès des clients. Mais les gouvernements, les directions d'école, etc., les gouvernements en particulier devraient émettre des normes, empêcher que cette intrusion ait lieu. Et on est de retour avec Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Bonsoir. On parlait d'intrusion. Aux États-Unis, ça fonctionne déjà très bien, ça. Ah oui, c'est critiqué et contesté, mais il reste que ça fonctionne et ça fait rouler beaucoup de publicité, de marketing. Oui, c'est beaucoup plus agressif qu'ici. Il y a carrément des émissions, par exemple, des espèces de bulletins de nouvelles où il y a évidemment de la nouvelle en minorité et de la publicité en majorité qui sont diffusées, là, largement diffusées dans les écoles primaires. Ici, on se souvient de l'histoire à l'UQAM qu'il y avait eu Coke qui avait réussi à négocier un contrat de 10 millions de dollars pour avoir
avoir l'exclusivité des distributrices dans l'école, tout ça, je pense. Mais ça avait... Les étudiants avaient essayé de contester ça, mais ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que, là, dans les écoles primaires et secondaires, comment c'est défendu ou comment ça peut être contesté, ça, une mesure comme une intrusion comme Walmart? Bien, je pense que ceux qui ont énormément de pouvoir, ce sont bien sûr, évidemment, bon, le gouvernement en haute instance, là, mais les commissions scolaires et surtout aussi les parents, les comités de parents qui se doivent d'être généralement très actifs, si vous voulez, dans le milieu scolaire ou en tout cas dans le milieu de leur école. Et c'est eux qui pourraient définitivement, je pense, en tout cas, se faire la voix la plus insistante et freiner cette invasion-là. Mais là, c'est sûr qu'en tout cas, qu'il va y avoir des débats parce qu'il y a bien des gens, des directeurs d'école qui ont besoin de cet argent-là. Ou en tout cas, peut-être pas du 200 $. Non, ben, c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est ridicule. Et je veux dire, évidemment, il n'y a pas d'affiche dans l'école de Walmart pour la nommer, pour ne pas la nommer, en fait. Il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de publicité comme telle. Ceci dit, bien sûr que ça se parle. Ceci dit, bien sûr que si demain l'école fait un lave-auto, bien les petites madames de Walmart vont venir donner un coup de main, ils vont sûrement mettre leur petite blouse ou leur petit, leur petit kit. Alors, évidemment, ça va jaser. Donc, en bout de ligne... tranquillement, là, je veux dire, une fois qu'on a mis le pied là-dedans. Pour revenir à l'école d'université, il y a l'UQAM, en tout cas, les étudiants, ce sont eux, à date, qui se font là, les plus... comment je pourrais dire, qui se battent le plus, en tout cas, à tout le moins. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Patrick. Ça me fait plaisir. Oui, bien certain. Je sais bien. On va faire une petite pause et on revient avec les sports. Restez avec nous. Retrouvons maintenant cette éternelle jeunesse qui nous parlera sport. Paul Aude, bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ben oui, je sais. Je connais, là. Je commence à connaître le personnage, moi, là. Après le hockey de TQS ce soir? Je sais bien. Et quel match, encore une fois, au risque de me répéter? Oui, c'est la pire équipe, mais vous me connaissez, je suis un homme fidèle. Ah, oui, c'est très bien. Et pas seulement mon équipe. Non, c'est vrai. Oui, non, mais j'espère. Oui. Francine, c'est à toi qu'on s'adresse. Exact. Bonsoir, mon amour. Nous allons parler de Jean-Guy Tremblay. D'accord. Vous rappelez-vous de Jean-Guy Tremblay? Très vaguement. Mais il y a 10 ans, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Allez-y, Paul. Il y a 10 ans, Jean-Guy Tremblay faisait les manchettes avec son ex-compagne, Chantal Daigle, lorsqu'il obtenait une injonction en cours l'empêchant de se faire avorter. Ah oui, OK. Et par la suite, il a eu un parcours très erratique. On voit ici la jeune Chantal Daigle, qui n'avait que 21 ans à l'époque. Ben oui. Un parcours très erratique dans la vie où il a eu d'énormes problèmes avec ses ex-compagnes et tout ça. Oui. Voilà que Jean-Guy Tremblay, tel un vieux sous-marin, a refait surface en Alberta. En Alberta. Tentant de refaire sa vie, mais malheureusement sur des bases identiques à celles qu'il menait il y a 10 ans. Et le voilà donc faisant face à 7 chefs d'accusation d'agression, de blessures d'harcèlement, de blessures à sa compagne, qui s'appelle Tamara Molila. Ah, ben oui. Elle a comparu hier en cours de l'Alberta et elle a révélé que Jean-Guy Tremblay s'était fait passer pour un joueur de hockey tchèque pour tenter de la séduire. Mais écoutez bien, quand on est loser, il s'est fait passer pour le hockeyeur tchèque Giovanni Hatchouk. Ben voyons donc. Oui, il dit « Je suis Giovanni Hatchouk ». Mais Giovanni, à moins que ce soit un Italo-tchèque ou un tchéco-italien. Ça se peut très bien, parce qu'il y a des Giovanni là-bas. Oui, mais en Tchécoslovaquie? En Tchécoslovaquie. Ou en République tchèque? Dans le sud. Je ne savais pas. Mais savez-vous de quoi il est accusé? Mme Monila a dit que Jean-Guy Tremblay lui refusait la permission de fermer la porte de la salle de bain lorsqu'elle s'y rendait. Et qu'il voulait la regarder prendre une douche et l'obligeait à écouter de la musique country à longueur de jour. Ça ne s'améliore pas dans le cas de Jean-Guy. Il a même dit que Lanny McDonald, l'homme à la grosse moustache, avait déjà été son agent. Ah oui? Mais la fin du monde a enquêté, Marc. Oui, d'accord. Et ce faux tchèque, Giovanni Hatchouk, alias Jean-Guy Tremblay, a tenté de séduire de pauvres innocents. C'est pas vrai. Qui ont quand même vite démasqué son imposture. Regardez bien ce témoignage. De jeunes innocents. Il a essayé de se faire passer pour un lutteur de sumo japonais de 425 livres. C'est common. En tout cas, quand j'ai entendu son nom, je l'ai pas cru. Franchement, Giovanni Sakamoto. Ben moi, il m'a dit qu'il était sprinter, qu'il était capable de faire le 100 mètres en moins de 10 secondes, qu'il s'appelait Giovanni Surin. C'est complètement ridicule. En fait, tout le monde sait que Surin n'a pas de moustache. Il a essayé de me séduire en se faisant passer pour la sœur d'Annie Pelletier. Giovanni Pelletier. Hein? Bon. Ah, c'était troublant, cette fête-là. Il y a des silences. Ah, il y a des silences très éloquents. Hey, merci, Paul, c'est tout le temps qu'on a. Merci. Imposteur. Imposteur, ben oui. Mais quelle vie palpitante. On s'en va prendre une petite pause. Faire une